Christelle. Bonjour, donc Christelle Guyot. Donc moi je suis en charge des sujets amiante et de la veille chez Sogelink et notamment donc des logiciels de la gamme Amiante 360 et je suis également membre de la commission AFNOR X46D. Donc je n'ai pas participé au GT7 qui a donc rédigé le FDX 46033 mais pu participer à la, comment dire, à la validation et aux différentes étapes de son adoption, enfin, en suivi. Alors Christelle, on avait dit qu'on continuerait ensemble parce que vous intervenez en termes de logiciels, hein, de fournissez une solution autour de ces sujets et on va voir donc vous allez faire finaliser ce tour d'horizon réglementaire et puis on va voir quel est l'impact aussi pour les acteurs concrètement sur le terrain. Oui, tout à fait. Donc je vais effectivement aborder à la fois le contexte et puis introduire les évolutions liées au FDX, puisque nous avions également fin d'année dernière eu un webinar et nous avions donc invité Patrick Bontemps qui avait dirigé les travaux de... Patrick Bontemps du LSB aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc les travaux du GT7. Donc voilà, j'ai quelques éléments introductifs et puis également vous dire où nous en sommes par rapport à la mise en place de ce FDX en ce qui concerne nos différents logiciels. Donc tout d'abord, quelques mots sur Sogelink. Nous sommes un éditeur de solutions logicielles et nous accompagnons la digitalisation du secteur de la construction et des chantiers depuis plus de 20 ans. Nous sommes aujourd'hui 650 collaborateurs depuis la fusion avec Géodésial et nous sommes également présents dans nous avons 5 filiales et nous sommes présents à l'étranger, en Norvège et aux Pays-Bas. Nous avons depuis 2016 développé une gamme de solutions logicielles liées au risque amiante. Donc le premier, Amiante 360 Patrimoine, est destiné aux propriétaires pour gérer leur dossier technique amiante de façon numérique et les différentes actions réglementaires associées. Le logiciel Amiante 360 Travaux permet de regrouper sur une plateforme collaborative les différents acteurs d'un chantier pour qu'ils puissent échanger des documents. Donc, notamment les maîtres d'œuvre, CSPS, entreprises et maîtres d'ouvrage pour le suivi des travaux. Amiante 360 Exposition donc, a été lancé en 2017 avec notre client pilote Colas. Donc, Carole a été, avec un mauvais jeu de mots, prémisse du logiciel. Donc ce logiciel permet de piloter et de gérer l'ensemble des étapes d'un chantier de désamiantage, donc les contrôles et puis le suivi d'exposition. Amiante 360 Voirie est une cartographie interactive des repérages de l'amiante et des HAP. Et puis, donc, je vous en parlerai plus tard, on a également Batidiag pour le suivi des diagnostics. Et puis, donc aujourd'hui, nous gérons également les DTA confiés par la direction immobilière de l'État. Donc, ça représente 100 000 bâtiments. Donc, on démarre le déploiement sur ces différents bâtiments. Donc là, je vous ai simplement présenté quelques évolutions essentielles, on va dire, au texte clé, donc normatif ou réglementaire, qui concerne donc la stratégie d'échantillonnage. Et à noter donc en 2022 que l'arrêté du 25 juillet 2022 a rendu obligatoire donc la norme NFX 43050 de 2021, donc qui faisait évoluer les techniques de prélèvement d'air donc sur les chantiers. Et en conséquence, il y a eu des évolutions de textes de référence. L'arrêté du 19 août 2011 qui concerne, lui, les mesurages d'empoussièrement dans les immeubles bâtis, puisqu'en fait, il y a un volet aussi au niveau du Code de la santé publique. Lorsque les matériaux ont un mauvais score, il faut faire des mesures d'empoussièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'exposition des occupants. Et puis également donc, 2 textes importants pour les entreprises, pour le désamiantage, celui du 14 août 2012 et du 8 avril 2013. Donc désormais, ces textes citent cette nouvelle norme. Pour autant, ils citent encore le GAX, mais le GAX a été remplacé
par le FDX. C'est-à-dire que lorsque l'on va sur le site internet de l'AFNOR, donc le GAX n'est plus disponible et le FDX le remplace. Voilà, donc c'était un peu pour le contexte. Et donc en termes de, pour vous expliquer un peu les différentes évolutions, le début de la révision a démarré en 2018, donc avec 32 participants, ce qui est conséquent pour un groupe de travail normatif. La rédaction donc, a duré 2 ans, 60 réunions, et le document est passé de 52 à 148 pages, donc c'est étoffé de façon conséquente. Et puis donc, les relectures ont duré aussi un certain temps, avec ce qui est un peu inédit, une enquête élargie. Puisqu'en fait, il faut le savoir, lorsqu'on a un texte normatif, on a une enquête commission, c'est-à-dire que tous les membres de la commission, au-delà du groupe de travail, relisent le document, et on a ensuite une enquête publique, donc qui ouvre en fait à tout un chacun la possibilité de lire le texte et de faire des commentaires avant qu'il soit approuvé. Ça, c'est pour les normes. Pour les fascicules de documentation et guides d'application, il n'y a pas cette procédure, mais pour autant, dans la mesure où il y a eu beaucoup de changements dans ce fascicule de documentation, il y a eu une enquête élargie. Donc pas une enquête publique, mais du moins d'autres commissions ont aussi été associées avant son adoption. Les objectifs, en fait, c'était d'homogénéiser les approches sur les mesures environnementales, parce qu'il y avait une disparité en fait, de nombre de prélèvements, de méthodes, donc ça a permis d'homogénéiser les pratiques. C'était également d'étoffer les chapitres concernant les mesures en air extérieur, donc on y reviendra, et puis préciser la communication entre les acteurs. Donc il y a désormais 4 grandes stratégies d'échantillonnage. La caractérisation d'espace, où on retrouve les 10 différents objectifs liés à la santé publique, pas que cela, puisqu'il y a également les mesures initiales, donc les premières restitutions, mais donc ça concerne les mesures de surveillance dans les bâtiments, celles dont je vous parlais au départ, lorsque les scores des matériaux sont de 2 ou 3 pour la liste A, et voilà, c'est 2 pour la liste B. Il y a également les mesures, la stratégie d'échantillonnage pour la caractérisation d'interfaces de travaux. Donc là, on y trouve essentiellement les mesures dites environnementales, donc aux abords des zones sur le chantier. Les mesures, donc la stratégie d'échantillonnage pour prélèvement individuel, et puis donc là, pour les mesures sur opérateur, et ce nouveau chapitre sur l'air extérieur. Mais on traite aussi donc, des locaux ouverts et semi-ouverts, donc tous les contextes où on doit tenir compte d'un impact météo, notamment du vent, pour savoir comment positionner les pompes de la façon la plus pertinente possible. Alors, il y a de nouvelles notions également, beaucoup de définitions sur les locaux, parce que c'est important de savoir caractériser, décrire, définir un local pour savoir comment positionner les pompes de prélèvement, mais ça a permis aussi de définir des approches pour essayer d'optimiser le nombre de prélèvements, donc avec la notion de zone similaire d'échantillonnage, ZSE, qui remplace les ZH, non pas les ZH, mais les zones homogènes qui pouvaient être confondues avec les zones homogènes du Code de la santé publique dans le repérage. Mais donc cette notion, en fait, si on fait un parallèle, c'est un peu le pendant à la stratégie de d'échantillonnage des ZPSO au niveau du repérage. Je n'ai pas dit que c'était la même chose, j'ai dit que c'était un peu le pendant, au sens où, en regroupant des espaces similaires, on peut aussi optimiser le nombre de prélèvements sur un chantier. C'est l'approche. Voilà. Et on peut également regrouper des MPCA par matrice. Non, je pense que François nous en dira plus sur les modalités. Et donc, j'en ai déjà un peu parlé. L'annexe B passe dans le cœur du texte. Dans cette annexe B était celle qui décrivait donc justement les prélèvements en extérieur. Donc désormais, elle a un poids plus fort puisque tout est intégré dans le corps de texte avec une véritable approche d'analyse des risques, comme le disait Souila, où on doit définir quelle est la source potentielle d'exposition et quelle est la cible potentielle d'exposition. Donc adopter vraiment cette démarche d'analyse des risques.
Alors ce qui change aussi, c'est la terminologie. On parle de commanditaire pour les personnes qui commandent la stratégie d'échantillonnage. Donc ces commanditaires peuvent être des propriétaires de bâtiments, peuvent être des entreprises de travaux de désamiantage, mais aussi des occupants, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. Et désormais, le commanditaire doit définir le périmètre global d'investigation. Donc ça change, puisque dans le GAX 46033, c'était plutôt l'entreprise qui établissait la stratégie, qui définissait ce périmètre global. Donc désormais, c'est le commanditaire. Ça fait encore un nouveau terme. Déjà, on se perdait dans les maîtres d'ouvrage, les responsabilités de chacun. Il y a encore quelque chose. Bon, c'était juste un petit aparté, mais je vous laisse continuer. Je pense que là, l'idée, c'est plus de dire que justement, celui qui commande une stratégie d'échantillonnage peut être un de ces différents acteurs, mais c'est vrai que ça fait un nouveau terme encore. Et donc, de la même façon, donc, l'entreprise chargée de stratégie, donc, qui est nommée entrepreneur principal, et donc aura en charge de définir les zones de similitude d'échantillonnage, mais aussi bien évidemment le nombre de pièces unitaires, de prélèvements et les conditions de mise en œuvre. Et il y a toute une annexe avec des logigrammes, avec des exemples pour détailler, donner des bonnes pratiques d'échange d'informations entre ces deux acteurs, puisque de la qualité des informations qui vont s'échanger dépendra aussi le prix et la qualité de la stratégie d'échantillonnage qui sera élaborée. Il y a une évolution des objectifs de mesurage. On passe de 25 objectifs pour le GAX à 35 objectifs pour le FDX. Donc là, j'essaie de vous représenter les principaux changements. Donc il y a beaucoup de cas où on retrouve une correspondance entre les anciens objectifs et les nouveaux. Mais les différences sont au niveau des états initiaux. On distingue désormais l'état initial maître d'ouvrage et l'état initial entreprise, donc qui lui est l'ex-objectif G. Les objectifs I et H sont dédoublés pour bien faire la différence entre les travaux préliminaires et préparatoires. L'objectif J, lui, est divisé également en 3 pour bien se poser la question de la finalité de l'analyse J. Parce qu'on peut faire des analyses J pour caractériser les niveaux d'empoussièrement des processus, ceux des niveaux d'empoussièrement des phases opérationnelles, donc qui sont des phases de travail qui ne sont pas des phases de travail directement sur le matériau. Et puis, on peut également aussi faire des analyses J pour s'assurer du respect de la VLEP des collaborateurs. Donc, désormais, on cherche à distinguer le pourquoi, toujours dans cette approche d'analyse des risques. L'objectif T a disparu au profit d'objectifs un peu plus détaillés sur la phase de dépose des films. Donc on a une analyse pour la surveillance de la dépose et une analyse pour la surveillance de l'empoussièrement pendant la dépose. Et également l'ajout en fin de chantier d'analyse pour la surveillance des moyens de protection collective. Et par contre, il y a eu des regroupements, donc là plus côté code de la santé publique, entre les objectifs B et D qui étaient assez similaires. Alors en ce qui nous concerne, donc pour Amiante Patrimoine, pour l'instant, on n'a pas donc engagé d'évolution parce qu'on a besoin d'échanger avec nos clients pour qu'ils s'approprient déjà ce nouveau guide. Par contre, il y a déjà des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer, puisque on encourage nos clients à avoir des plans. Et là, on va voir que c'est vraiment essentiel d'avoir des plans avec des surfaces, des plans cotés. Plus on a une information sur le bâtiment qui est précise et pertinente, plus derrière, l'ensemble des acteurs, que ce soit les désamianteurs, les entreprises de stratégie en cas de chantier, peuvent bien faire leur travail. Donc, ce qu'on encourage, c'est d'inviter les entreprises de désamiantage et puis également donc, les entreprises qui élaborent les stratégies à venir consulter sur Amiante Patrimoine les informations dont on dispose, puisqu'on va disposer des repérages, des rapports de repérage, mais également de ces plans et de ces cartographies. Et puis, on a aussi des exports de matériaux qui sont assez précis et qui peuvent être tout à fait utiles dans cette stratégie.
Et en ce qui concerne Amiante 360 Exposition, parce qu'on a eu beaucoup de questions de la part des désamianteurs surtout sur le FDX et sur comment on allait l'intégrer. Donc là, on a prévu, nous, dès cet été, de pouvoir intégrer la nouvelle base, le nouveau référentiel d'analyse. Mais donc, on va laisser le choix selon les chantiers, puisque tout chantier commencé avec le GAX finira avec le GAX, et ce sont seulement les nouveaux chantiers démarrés avec le FDX qui utiliseront ces analyses. Voilà, parce qu'il y a une question juste de Philippe qui dit quand est-ce que c'est applicable. Donc, alors ça, on va en parler ensemble ça, après. On va le voir toute après. La question. Alors en fait, oui, il a été publié, le FDX. En septembre l'année dernière, il avait été question de réviser le QR métrologie. Il y a eu tout un débat pour savoir s'il fallait réviser la réglementation aussi, par rapport au schéma que je vous ai montré. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de décision en ce sens. Après, ce qui s'est passé, c'est que le FDX remplace le GAX sur le site de l'AFNOR. Donc, il a plutôt été dit qu'il était applicable dès sa publication. Ouais. Seulement, il faut laisser un temps aux acteurs pour se l'approprier. Alors, on dit souvent que le délai raisonnable, c'est 6 mois. Ouais. Mais donc, nous avons, comme nous avons engagé un travail d'analyse, et puis comme on le verra, on est interconnecté avec des laboratoires. On a commencé à faire un petit sondage. J'ai contacté 10 entreprises. Donc, les entreprises ne sont pas encore vraiment prêtes. Et puis, les laboratoires se préparent. Donc, certains seront prêts en septembre, d'autres plus tard. Donc, c'est pour ça que nous, on prévoit d'intégrer ce nouveau référentiel. Après, il y a plein d'autres évolutions qu'on pourrait engager. Mais il nous faut plus de recul et plus d'échanges avec les clients. Donc pour l'instant, puis on le verra, s'il y a une date officielle de lancement, on lancera nos développements, enfin pas nos développements, mais la mise en production à ce moment-là. Et sinon, en tout cas, on se tient prêt pour septembre. On va y revenir, oui. Donc sur la date, je vous laisse... Finir, oui. Voilà, et donc aujourd'hui, Amiante Exposition, c'est déjà 220 000 analyses gérées, et puis on le voit, les analyses sur chantier sont cruciales, puisque les amianteurs doivent aussi tenir un registre des analyses. En fin de travaux, il y a certains rapports aussi qui sont remis, donc c'est vraiment un élément crucial sur l'ensemble du chantier. Et donc, comme je vous le disais, on est interconnecté avec plusieurs laboratoires, donc il n'y aura pas de difficulté particulière pour intégrer le nouveau référentiel. Donc là, je pense que la liste n'est même pas encore totalement complète, puisqu'on travaille aussi avec le logiciel Smile Expert. Puis on a également donc RTMI Célibat 44. Et donc la procédure est simple pour nos clients, c'est de demander au laboratoire avec lequel elles travaillent, le client nous fait la demande d'ouverture de l'API avec le laboratoire avec lequel il travaille. Et dans ce cas, on remet la documentation et les services informatiques du laboratoire s'interconnectent. Donc c'est assez simple et c'est bien apprécié. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit sur la façon dont on se prépare aujourd'hui et introduit le sujet du FDX. Ouais. Voilà. Merci Christelle.